Et bonjour à toutes et à tous. Je fais un coucou direct à Marion que je vois dans le chat. Et pour cause, car aujourd'hui on va parler de notions. Alors, bienvenue à ce nouveau live de No Code for Good. Je rappelle que No Code for Good est en deux mots, est une plateforme qui permet à des développeuses et des développeurs qui utilisent des outils no code de rencontrer des projets à impact positif, que ça soit un impact social, environnemental ou sociétal. Et donc, les projets qui viennent sur la plateforme vont pouvoir rencontrer des développeuses et des développeurs qui vont pouvoir leur donner un coup de main, soit pour leur organisation interne, soit par exemple s'ils ont besoin d'un site ou s'ils veulent développer une application. Et grâce à ces outils no-code, eh bien, ils vont pouvoir avoir un impact beaucoup plus important. Donc, moi, je suis Angeline, je suis Product Manager et là, je suis avec Quentin qui est notre lead dev. Et on est ravis de pouvoir passer cette heure avec vous. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va pouvoir parler d'un outil que certains adorent et que d'autres détestent, mais qui, selon les use cases, peut vraiment avoir son utilité. Donc, je parle de Notion et on va avoir Luc Mandula qui va nous rejoindre, qui est un expert de cet outil, et on va pouvoir voir ensemble des use cases concrets. Alors, mais juste avant ça, Quentin, est-ce qu'on a un peu des nouveautés à annoncer? Alors, côté No Code for Good, on n'a pas énormément de nouveautés. On travaille sur des projets, c'est des gros projets, donc ils sont un peu longs à mettre en place. Donc, on reviendra peut-être le mois prochain ou le mois suivant pour vous les annoncer plus en détail. Sinon, faut savoir que c'est la semaine prochaine, ça va être si je ne me trompe pas, le 5, non, c'est le 4 juin, va y avoir un meet-up No Code France à Paris alors c'est à Morning, je crois, où vous pourrez nous retrouver. Donc moi j'y serai, je crois que Anne-Ariel aussi y sera si je dis pas de bêtises, et Erwan aussi. Donc vous pourrez discuter avec nous de No Code for Good si vous en avez envie. Et sinon, commençons cette interview de Luc, je pense. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Luc, merci beaucoup Bonjour Luc. d'avoir trouvé du temps pour nous rejoindre sur No Code for Good. Alors, donc toi, tu es inscrit sur la plateforme No Code for Good. Donc, je le dis, puis s'il y a des projets qui nous rejoignent bientôt, il y a vraiment, enfin voilà, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup de personnes comme Luc sur la plateforme qui peuvent donner des coups de main vraiment considérables. Et toi, donc, tu es consultant dans l'innovation et dans le numérique et tu es expert de Notion. Alors, peut-être d'abord creuser un tout petit peu ton parcours, Luc, parce qu'il est vraiment intéressant et sur la plateforme, on a beaucoup de personnes avec des profils différents et pas forcément beaucoup de personnes qui ont un profil comme le tien qui est très orienté produit. Donc, je précise que tu travailles pour Tiga. Est-ce que tu peux nous dire un peu deux mots là-dessus, sur qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que c'est que le produit aussi, parce que finalement, tant du côté de la communauté des développeuses et des développeurs no-code que des projets à impact positif qui nous sollicitent, les notions de produit ne sont pas forcément connues. Donc, peut-être que tu peux nous dire quelques mots. Absolument. Alors, pour commencer, je vais dire quelques mots sur Tiga. Donc, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans ce qu'on appelle le product management. C'est un cabinet qui a été précurseur dans cette discipline parce qu'il a 10 ans et c'est l'époque à peu près à laquelle le product management est arrivé en France. Et alors, Tiga intervient à différents niveaux. Un niveau assez opérationnel, soit pour placer des consultants, pour accompagner des organisations dans leurs enjeux de product management, ou alors à des niveaux plus stratégiques et organisationnels pour aider les organisations à s'adapter en fonction des enjeux qu'elles traversent. Et moi, c'est l'aspect organisationnel qui m'intéresse tout particulièrement. Et on pourra tirer les traits tout à l'heure avec Notion, justement pour voir comment on peut équiper une organisation
d'un système intelligent pour venir consolider les données. Alors, le product management, il y a beaucoup de littérature dessus, ça s'est pas mal démocratisé ces dernières années. Simplement, on peut dire que c'est l'art et la manière d'essayer de concilier les intérêts des utilisateurs des produits numériques, donc les applications qu'on utilise, et les intérêts de l'organisation qui est derrière ces applications numériques. Donc, comment travailler à améliorer l'application pour qu'à la fois ça apporte de la valeur aux utilisateurs finaux, mais aussi à l'organisation. Alors, l'organisation, elle peut être à but lucratif, mais ça peut aussi être je veux dire, une organisation, une agence publique ou qui provient de la société civile, comme les associations pour lesquelles œuvre No Code for Good. Super, bah écoute, merci beaucoup pour cette explication qui est extrêmement claire. Du coup, est-ce que tu peux peut-être enchaîner avec la question du lean, parce que toi, c'est quelque chose aussi sur lequel tu as beaucoup travaillé. Est-ce que tu peux peut-être nous dire 2 mots là-dessus sur le lean et peut-être faire le lien avec Notion, justement? Alors, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Je n'ai pas d'expertise particulière en lean. Néanmoins, le lean, qui juste, il me semble, avait été un peu façonné par Toyota au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait peu de ressources à disposition, et donc il fallait, avec peu de ressources, réussir à faire beaucoup pour se réinventer, parce que je crois que Toyota faisait des voitures de luxe, puis des voitures, des blindés, et au lendemain de la guerre, il fallait faire des petites citadines pour des Japonais sans le sou, parce qu'ils s'étaient fait bombarder pendant pas mal de temps. Donc le lean, c'était là aussi comment fonctionner de manière intelligente pour gaspiller le moins de ressources possible et à atteindre un impact maximal. Mais malheureusement, ma connaissance du lean s'arrête à cette petite mise en contexte historique. Cependant, je sais aussi en filigrane que le lean a beaucoup influencé les nouvelles méthodes de travail qui sont arrivées avec le numérique. Et les grands principes que j'en comprends, mais complètement à challenger, faites-vous dans votre propre opinion, parce que vous n'avez pas du tout un expert du lean devant vous, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en tant que groupe de personnes, on va travailler sur différents projets, comment rendre notre travail transparent pour que chacun sache comment intervenir, où intervenir, en fonction du statut des projets externes, internes, etc. La transparence, la confiance, on se repose les uns sur les autres, on a une culture de la confiance, on peut s'appuyer sur les expertises de chacun, laisser tout le monde s'exprimer de manière coordonnée, mais de manière quand même relativement libre. Donc, on a transparence, confiance, et je pense que tout ça s'exprime quand même dans des processus. Alors, c'est le terme qui fait un peu peur, parce que l'idée, c'est pas de revenir à une espèce de taylorisme, mais c'est quand même de poser des règles du jeu, des parcours pour un peu canaliser les énergies de chacun, avoir des objectifs clairs. Voilà. C'est comme ça que je comprends le lean. Je pense que c'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans l'agile, qu'on retrouve dans le product management, qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans le design thinking, dans toutes ces nouvelles méthodologies de travail. Encore une fois, apprendre avec des pincettes. Alors, je sais plus où j'avais vu ça, mais donc justement, le lien avec Notion. Bonjour Xavier qui nous rejoint. Le lien avec Notion, justement, c'est que ça fait précisément partie des choses que tu mets en œuvre, en fait, en proposant avec Notion un outil qui va permettre de structurer les processus et de vraiment structurer l'organisation finalement d'une entreprise ou d'un projet ou d'une association. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment toi tu en es arrivé à Notion? Qu'est-ce que tu aimes avec cet outil? Peut-être 2 mots sur la fourmilière? Absolument. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire corporate. L'anecdote, c'est que j'étais dans une agence d'innovation qui s'appelle Faber Novel et qui utilisait pas mal Notion. Comme beaucoup de personnes, je voyais Notion d'un mauvais œil parce que Notion a sa propre signalétique, ses propres codes de navigation, son propre code de la route, on pourrait dire. Et comme beaucoup, je procrastinais le moment où j'allais devoir me mettre dans cet outil parce qu'il me donnait des maux de tête. Quand je cliquais, ça ne donnait jamais le résultat escompté. Seulement un beau jour, je me suis dit, un vendredi à 17h, Luc, tu es peut-être
un peu jeune et un peu trop en début de carrière pour déjà avoir cette résistance au changement mal placée. Et donc, j'ai passé 2 heures à fouiller le logiciel, à commencer à comprendre quelques éléments, à avoir des quick wins. Et en fait, depuis, j'ai poursuivi ma quête, toujours à la recherche de nouveaux use cases pour essayer d'apporter de la valeur, de ne pas juste faire des choses dans le vent, même s'il y avait aussi un peu une partie d'expérimentation technique pour comprendre les différentes fonctionnalités. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à faire de l'intrapreneuriat chez Faber Novel, où j'ai mis en place différents projets, dont un projet un peu qui chapeautait l'ensemble, que j'ai appelé la carte mère. Alors, c'est un nom qu'on a trouvé avec des développeurs. Pourquoi ? Parce que dans mère, il y a un peu la dimension à l'origine de. Et carte mère, c'est aussi simplement un composant qu'on retrouve dans le hardware informatique et qui est la clé de voûte de l'ensemble d'un système informatique, en tout cas d'un ordinateur. Et donc, ces cartes mères, j'ai fait ma première chez Faber Novel. Une carte mère, c'est donc sur Notion un espace qui interconnecte pas mal de données. Ça peut être interconnecté à un pipe commercial avec les projets, avec les personnes qui travaillent sur ce projet, avec la documentation liée à ce projet, avec aussi les événements auxquels les gens de l'organisation se rendent. En fait, tous les assets, activités que produit l'information. Généralement, ils sont éparpillés dans plein d'endroits, dans des drives, dans différents fichiers. Et là, l'idée de la carte mère, c'est de venir les consolider, les structurer, les interconnecter en réseau pour pouvoir mieux les mettre en perspective, ce qui permet à l'organisation de mieux se connaître, de mieux collaborer et donc de mieux communiquer sur son activité et de mieux se développer. Et ça, je pense que c'est une problématique qu'on retrouve en entreprise, mais aussi dans le milieu associatif, où il faut trouver des financements, il faut s'organiser pour essayer de réduire la charge mentale des bénévoles et des salariés, et aussi atteindre une espèce d'efficience opérationnelle. Alors, moi, pour la petite anecdote, je n'ai pas personnellement une grande expérience en milieu associatif, mais j'ai grandi avec ma mère qui est secrétaire générale d'une association depuis 30 ans. Ma compagne a fondé une petite association sur la charge mentale il y a 2 ans. Et mon premier job, c'était dans un cabinet d'innovation, un cabinet de conseil en innovation sociale qui s'appelle Archipel & Co, qui existe toujours et qui conçoit des programmes et des projets, souvent main dans la main avec des associations et des fondations. Donc, j'ai quand même été exposé à ces sujets que je trouve hyper importants. Alors, désolé parce que je te fais une réponse complètement à rallonge et j'ai ouvert sur plein de sujets. Et donc, on est parti de notions sur comment je ne voulais pas y aller et finalement, j'y suis allé et j'ai commencé à avoir vraiment de la valeur parce qu'on peut interconnecter les choses. Et je pense que cette interconnexion qui a bénéficié à des organisations, elle peut aussi bénéficier à des associations. Voilà, ça, c'est le TDLR de tout ce que je viens de dire. Franchement, merci beaucoup parce que du coup, tu expliques vraiment très clairement le use case de Notion pour pour un projet ou pour une association. Et c'est chouette que tu aies parlé aussi de Archipel & Co parce que j'allais t'y amener, j'allais te poser la question. Alors après, on va vraiment rentrer dans le dur là de cette carte mère parce que je pense qu'on a vraiment tous envie de voir concrètement cette interconnexion, qu'est-ce que ça donne, comment on peut la faire et parce que vraiment, c'est un use case qui peut être transformant en fait pour un projet ou pour une organisation. Mais peut-être juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'UX, puisque tu as été UX researcher. Et là encore, c'est une notion qui n'est pas forcément connue des développeuses et des développeurs d'outils no-code qui peuvent être des experts des outils et très, très bons en fait dans le build, mais qui n'ont pas forcément trop des notions d'UX. Et de la même manière, côté projet, on a beaucoup de personnes qui viennent à nous et qui soit viennent et veulent du Airtable ou viennent et ont telle idée de fonctionnalité en tête et n'ont pas forcément de notion d'UX non plus. Or, c'est des concepts finalement qui sont très importants quand on veut construire un produit.
Donc, peut-être que tu peux nous dire 2 mots là-dessus, sur les projets sur lesquels tu as pu travailler et nous en parler un peu. Oui. Alors, j'ai expérimenté, donc l'UX, il y a plein de manières savantes de le définir. De manière un peu brute, on pourrait dire que c'est comprendre son utilisateur pour mieux répondre à son besoin. Alors, la première manière dont j'ai expérimenté l'UX, c'était au sein d'Archipel & Co. C'était pas du tout dans le spectre numérique, parce que c'était autour de la sanitation dans des bidonvilles, donc de mieux comprendre les pratiques des gens liées à la sanitation, pour essayer derrière de mieux renseigner des décideurs et des financeurs pour qu'ils calibrent des programmes qui pourraient régler les problèmes liés à la sanitation dans les bidonvilles. Et la deuxième manière, c'était en tant que product manager, où là, je collaborais avec des designers qui, eux, étaient spécialistes, enfin, avaient des vraies compétences en UX. Et là, c'est un peu le même principe, c'est on interviewe des utilisateurs finaux et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut adapter les parcours, les interfaces, tout j'aime bien utiliser le code de la route, je ne sais pas si c'est très à propos, mais de l'application, comment l'utilisateur va s'y déplacer, se repérer, etc. Et donc l'UX, c'est vrai que c'est très important. Après, on n'a pas toujours le temps, les moyens d'aller voir les utilisateurs. C'est vrai que c'est toujours mieux si on peut le faire. Je pense aussi que parfois, on peut s'autoriser à être un peu pragmatique tant qu'on montre régulièrement le travail qu'on fait. Pour éviter l'effet tunnel et la déception à la sortie du tunnel si tout ce sur quoi on a travaillé pendant des semaines ou des mois, en fait, ne répond pas du tout aux besoins ou la personne ne s'y retrouve pas du tout pour X ou Y raison. Donc, l'UX, c'est important. Absolument. Et c'est quelque chose pour les cartes mères, on va le voir, qui est essentiel. C'est-à-dire que comme on est en train d'essayer de mettre en place un système d'information pour une organisation, ça touche de très très près à l'activité des usagers, des personnes qui font fonctionner l'organisation. Donc, c'est d'autant plus essentiel d'aller les voir pour comprendre leur métier, comprendre leur périmètre, comprendre leurs données et voir comment on pourrait retranscrire ça sur Notion. Et ça demande aussi de la conduite du changement. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique de je comprends les pratiques et les données de mes usagers et du coup, je vais pouvoir créer un système Notion qui va y répondre. Techniquement, ça peut fonctionner, mais si humainement, les personnes n'ont pas envie d'aller sur Notion, ne se sentent pas de monter en compétence pour utiliser Notion qui est un outil accessible, mais je trouve qu'il y a quand même une marche à l'entrée, c'est-à-dire une marche à franchir. Ce n'est pas non plus l'outil le plus intuitif du monde parce que, comme je le disais plus tôt, il a sa propre manière de fonctionner. Donc, si les personnes n'ont pas envie ou ne se sentent pas d'y aller, ça va généralement pas fonctionner, même si techniquement, l'ensemble de fonctionnalités peut être au rendez-vous. Tout à fait, tout à fait. Et là, on a Marion qui est une buildeuse notamment sur Notion et qui dit que c'est vrai que si les personnes ne savent pas comment trouver les infos, eh bien, en fait, ça va pas marcher. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai avec avec tous les outils no-code en réalité, et qu'on doit vraiment avoir à l'esprit, nous, en tant que builder, à un moment, cet outil. Parce que c'est ça le but, c'est vraiment de mettre l'outil entre les mains de l'utilisatrice et de l'utilisateur et donc de penser comment est-ce que cette personne va utiliser l'outil, est-ce qu'elle va réintervenir dessus, le faire évoluer, est-ce qu'elle va juste l'utiliser pour la fonctionnalité, pour la raison pour laquelle elle le voulait. Et donc ça nécessite vraiment d'être réfléchi en amont parce que si c'est pas adapté, eh bien, en fait, on va se retrouver avec un outil qui ne sera pas utilisé parce que les personnes n'y arriveront pas, quoi. Et c'est des outils, comme tu le disais, Luc, qui sont pas forcément si simples à utiliser que ça. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la démo, du coup, et tu vas pouvoir nous montrer un exemple de carte mère.
Alors peut-être juste avant ça, est-ce que tu peux nous dire, parce que là on a parlé un peu de tout ce que tu fais, tu as la fourmilière, tu as Tiga, donc clairement tu n'as pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment tu es arrivé à No Code for Good et pourquoi tu t'es inscrit sur la plateforme? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être là et de proposer ton aide aussi à des projets? Absolument. Alors, je crois que la jeunesse de mon inscription, c'est une conversation qu'on a eue ensemble, Angeline, où on a simplement, on s'est mutuellement partagé ce que l'un et l'autre faisaient, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de collaborer. Et ensuite, moi, comme je le disais, le monde associatif, j'y crois. Je pense que c'est une composante essentielle de la société qui vient remplacer, qui vient œuvrer là où l'État et le privé n'œuvrent pas, ou ne peuvent pas, ou ne savent pas, avec une vraie proximité. Donc, c'est un maillon essentiel de la société. Et comme à mon petit niveau, j'ai une expertise qui a été un peu éprouvée, je me suis dit, une manière de s'investir, c'est de venir transmettre ton expertise et d'essayer d'aider les associations à réduire leur charge mentale et à améliorer leur impact en leur facilitant la vie au quotidien, parce que tu les aideras à s'équiper d'un système un peu consolidé, structuré, que j'appelle carte mère. Super, super. Alors du coup, allons voir ça. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer... Alors d'abord, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ça marche. Parfaitement. Fantastique. Alors, je vais vous montrer la carte mère sur laquelle je travaille avec une direction de la Croix-Rouge française. Donc, la Croix-Rouge française, pour celles et ceux qui ne savent pas, je crois que c'est 60 000 personnes en France, 17 000 salariés et peut-être 45 000 ou 60 000 bénévoles. Je ne sais plus exactement. C'est un peu un État dans l'État. Et cette direction, elle a un rôle très important. Pour tout vous dire, c'est la direction de l'innovation. Et en fait, elle irrigue l'ensemble de la Croix-Rouge et un certain nombre de partenaires de la Croix-Rouge de ce qu'elle peut qualifier d'innovation. Alors, ça va ça couvre une très grande étendue de programmes. Ils sont une trentaine. Ils font un travail formidable, très varié, et donc il y a une grande richesse de données. Et historiquement, ces données, elles étaient sur un Google Drive. Ils travaillent avec un Google Chat, et ça fonctionnait opérationnellement seulement quand ils devaient retrouver une donnée pour, par exemple, avoir une vue d'ensemble sur leur projet, quand ils devaient onboarder quelqu'un pour que la personne assez rapidement se fasse une opinion de toutes les activités, partenaires, projets de cette direction, c'était compliqué. Et quand ils devaient estimer leurs besoins de financement et voir ce qu'ils avaient récolté pour l'année courante et quel était le prévisionnel pour les années à venir, et en fait, toutes ces tâches, alors je ne vous cite pas tous les use cases, on avait formalisé des jobs to be done, c'est-à-dire à quel besoin on va répondre, c'était chronophage. C'était source de charge mentale parce que ça prenait beaucoup de temps à retrouver l'information, à la mettre en perspective et à la communiquer, alors que finalement, c'était un peu de la méta-activité. Ce n'est pas du cœur de métier, c'est vraiment l'activité à générer de la donnée. Et nous, on passe beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à retrouver cette donnée générée par l'activité, ce qui est un peu frustrant au quotidien. Et alors, quand on travaille sur une grande variété de projets, comme c'est le cas pour cette direction, et qu'on est une trentaine et qu'on a une grande histoire d'activité, en fait, ça génère un peu ce que moi j'appelle, de façon un peu provocatrice, mais ça marque les esprits, un bidonville informationnel. C'est-à-dire qu'à perte de vue, on a des fichiers, des dossiers, mais on ne se repère pas. On finit par arriver à destination, mais un peu crevé. Et donc, cette carte mère, c'était comment est-ce qu'on peut délimiter quelles données doivent être consolidées et interconnectées et comment est-ce que ça pourrait répondre à ces use cases.
Donc, Du coup, Luc, comment était formulée cette demande? Parce que là, quand tu l'expliques, on comprend complètement, mais souvent, quand on a des projets qui s'adressent à nous, la demande ne prend pas forcément cette forme-là au premier abord. Donc, quand la Croix-Rouge est venue à toi, c'était quoi le problème qu'ils rencontraient, qu'ils ont exprimé? Est-ce que c'était directement aussi, est-ce qu'ils avaient directement une réflexion aussi structurée sur quel était leur problème? Alors, leur problème, c'est on n'a pas de vue d'ensemble, on est éparpillé, on perd beaucoup de temps. D'accord. La piste, c'était comment est-ce qu'on pourrait venir interconnecter, structurer et gagner du temps. Et une des solutions possibles, parce qu'il n'y a pas que Notion dans la vie, il y a du Coda, il y a du ClickUp, il y a du Monday, il y en a plein. Il y a un nouveau là qui s'appelle Deden qui a été lancé. C'est des outils qui permettent d'interconnecter la donnée et de créer des interfaces relativement ergonomiques et qui sont assez puissantes. Et donc, on en a discuté. Je leur ai montré ce que j'avais pu faire par le passé sur des problématiques similaires avec Notion. Et ils se sont dit, allez, on se jette à l'eau, on se donne plusieurs mois. Et donc, on va démarrer par des entretiens de cadrage pour bien comprendre, délimiter la donnée qui migrerait sur Notion et ensuite les parcours, l'arborescence, la manière dont on va structurer la carte mère, donc ce que vous voyez devant vous. Et alors, le principe, c'est qu'on a, alors là, j'ouvre les vannes des anglicismes parce que la tech est américaine. Enfin, historiquement, je veux dire, on a une home, je ne sais même pas comment le dire en français. Une page d'accueil. Une page d'accueil, merci. C'est pas si compliqué pourtant. Donc, on a une page d'accueil qui recense les principales rubriques des données qu'on a voulu mettre dans la carte mère. Donc, on a une rubrique stratégie en haut à gauche où, en fait, quiconque va pouvoir trouver les grandes orientations stratégiques, donc la vision, la mission, les objectifs, au niveau de toute la Croix-Rouge, au niveau de la direction et au niveau de chacun des pôles qui constituent la direction. Il y en a 5 ou 6. Donc ici, ce n'est pas très opérationnel, c'est plutôt à titre informatif, mais typiquement, ça va être très utile pour l'onboarding. Ensuite, on a le cockpit où on rentrera dans le détail de quelques sections, mais je passe rapidement en revue pour vous donner une vue d'ensemble. Le cockpit où il va y avoir les besoins en financement pour cette direction, parce que cette direction, elle se finance grâce à l'argent que reçoit la Croix-Rouge de manière générale, mais aussi grâce à des partenariats privilégiés. Ce business dev, ces besoins en financement, souvent, ils aboutissent sur des projets passés, en cours et à venir. Et donc, c'est intéressant là-dessus de savoir qui fait quoi avec qui en ce moment pour pouvoir mieux piloter les activités et dégager des synergies au sein de la direction. Enfin, il y a tout un côté un peu CRM, donc là où on liste tous les partenaires de la direction, qui soient au sein de la Croix-Rouge ou en dehors de la Croix-Rouge. Et par partenaire, on entend les personnes physiques, mais aussi les personnes morales, c'est-à-dire les organisations. Et par extension, les réseaux auxquels la direction appartient, les événements auxquels elle pourrait postuler, les cartes de vœux qu'elle a envoyées. Après, on peut rentrer plus ou moins dans du détail. Et à droite, ça va aller plus vite, c'est en fait un peu toutes les données RH au sens large de cette direction. Donc, quels sont les talents, les personnes qui constituent cette direction, à quel pôle, donc à quelles équipes ils appartiennent, quand sont leurs anniversaires. Là, ensuite, on a un parcours d'onboarding, d'offboarding, et ensuite différentes informations, soit qui ont trait un peu au knowledge management, où est-ce que je peux faire ma veille, à quelle revue est-ce qu'on est abonné, ou alors comment est-ce que je prends mes congés, au bien-être au travail, qu'est-ce qui est fait, ou les référentiels de compétences, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire grandir ma carrière au sein de la direction. Et alors, le secret, selon moi, c'est de fonctionner avec les bases de données. Alors, bases de données,
tous les développeurs sont familiers avec et le grand public dont je fais partie de plus en plus, grâce notamment à des outils comme Notion ou Airtable qui démocratisent en partie les bases de données. Et une base de données, ça permet d'interconnecter les connaissances, mais tout en restant structuré. Et donc, c'est super puissant. Contrairement à un Drive, qui est aussi, je crois, nécessaire, mais où on retrouve plus facilement l'effet de bidonville informationnel parce que c'est très difficile de garder un Drive structuré avec peu de niveau d'indentation. Souvent, on s'enfonce un peu dans des failles de Marianne, c'est-à-dire qu'il y a des fichiers, des dossiers qui sont dans des sous-dossiers, 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 des fichiers, etc. Et c'est très dur d'avoir une vue d'ensemble. Alors, écoute, c'est super, Luc, et tu vas sans doute nous emmener dans la base de données justement pour qu'on puisse regarder un peu comment c'est organisé. Est-ce qu'on peut faire est-ce que tu veux répondre? On a des questions là. Est-ce que tu veux répondre aux questions déjà? Oui, absolument. Alors, on a une première question qui est de savoir, une question de Olivier, merci pour ta question, qui est de savoir comment sont gérés les documents, tu vois, type Word, PDF, s'ils sont gérés à travers Notion ou si on garde un outil externe pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est très pertinent parce que souvent, les projets, ils ont beaucoup de documents. Absolument. C'est une excellente question parce que ce n'est pas une science exacte. Il y a différentes manières de procéder. Soit on se dit qu'on utilise Notion comme Drive, c'est-à-dire qu'on va physiquement migrer les documents, les fichiers sur Notion et utiliser les pages Notion comme on utiliserait des dossiers sur un Drive. Ou alors, on conserve la majorité de nos documents sur un Drive et sur Notion, on pointe à travers des URL vers ces différents documents. Et généralement, c'est, je trouve, la solution la plus pragmatique. Parce que historiquement, les organisations fonctionnent avec des fichiers et des drives. C'est-à-dire, il y a des Word, il y a des Excel, il y a des PowerPoint et compagnie, ou équivalent Google ou équivalent Apple. Et donc, vouloir tout migrer sur Notion, ce serait chronophage et ce ne serait pas forcément intéressant. Alors que utiliser un système de pointage URL pour dire ce projet, il a ces 5 documents qui lui sont attachés et donc voilà les URL de ces 5 documents, c'est intéressant. Ceci étant, je pense que parfois, il est intéressant de migrer quand même une partie de la donnée sur Notion. Parce que souvent, on utilise des Excel ou des PowerPoint ou encore des Word pour de la gestion de projet ou pour de l'information sur un partenaire, une personne, que sais-je. Et là, Notion, parce qu'on peut y mettre du texte, des images, des vidéos, des liens et tout un tas d'informations, parfois, je pense qu'il est plus pertinent aussi de migrer une partie de l'information. Mais ça, c'est vraiment un arbitrage sur mesure. Je ne pense pas qu'il y ait de règles. Ça dépend vraiment de l'organisation, de ses objectifs, de ses usages, de ses souhaits. Ouais. Donc, en fait, c'est à la fois ce qu'elle a déjà en stock et en même temps, une éducation aussi à faire, ou en tout cas une discussion à avoir avec les personnes qui vont utiliser Notion pour les choses qu'elle pourrait faire sur Notion et qui ont du sens d'être faites dans Notion à l'avenir soient faites directement dans l'outil plutôt que sur des Word, etc. En sachant que je pense qu'il y a une chose qui joue, c'est la question du partage. C'est-à-dire que si on veut partager, si un doc est fait pour être partagé, je pense que ça peut être pertinent de le faire plutôt sur un Google Doc ou un Excel plutôt que de l'avoir dans Notion, même si on peut partager des documents qui sont dans Notion. Mais selon avec qui on veut partager, ça peut être plus logique de le faire encore dans un Word. Par contre, si c'est un doc en interne, clairement, les pages Notion, peut-être que tu peux dire 2 mots là-dessus, Luc, mais c'est vrai que la page Notion, elle permet vraiment des fonctionnalités de traitement de texte qui sont assez riches et qui vont même au-delà de ce qu'on peut faire, par exemple, avec un Word. Oui, absolument. Notion, comme beaucoup de logiciels, sans qu'on s'en rende forcément compte, s'appuie sur... pour le traitement de texte du markup. Et en fait, le markup, alors si je vous montre quelques exemples,
il permet, par exemple, d'avoir des toggles. Il permet d'avoir accès à toute la mise en page qu'on pourrait avoir avec... attendez, je vous trouve du texte. Voilà. En fait, il donne accès à toute la mise en page standard, c'est-à-dire des titres 1, titre 2, titre 3, du texte, des listes à points, des listes à chiffres. Il y a plein de possibilités de mise en page qui sont en fait au moins aussi bien pour du partage d'informations standard qu'un Google Doc ou un Word. Après, évidemment, si on veut mettre en page un document, là, ça ne sera pas aussi puissant qu'un outil de traitement de texte, mais on se rend compte que finalement, mettre en page un document, c'est un besoin qui n'est pas quotidien. Parce que là, on est plus dans de la communication, et encore, je pense qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Canva qui font aussi très bien le travail. Ouais, même si on peut quand même rajouter des images et des choses. Enfin, quand tu dis mettre en page, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur un Google Doc ou un Word, on peut vraiment aller loin dans l'alignement, etc. Ici, on peut tout à fait aussi créer une mise en page. On peut faire beaucoup de choses. Donc, Oui. En effet, Notion ne vous limitera pas du tout sur la mise en page de vos informations en interne. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on avait une autre question qui était, est-ce que vous produisez des documents type Word depuis Notion avec les données stockées dans cette carte mère? Je pense qu'on a répondu quand même à cette question. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Luc, mais je pense qu'on a répondu. Oui, si je comprends bien la question, pour moi, la carte mère devient un peu la source de vérité unique, idéalement. Et ensuite, si on veut envoyer des informations spécifiques à des partenaires, à des collègues, on peut derrière, en effet, créer des fichiers qui viendront piocher dans cette information qui, a priori, est à jour et facile à retrouver. Parce qu'encore une fois, on s'appuie sur un réseau de bases de données qui sont interconnectées entre elles et dont je pourrais vous faire la démonstration. Ouais. Alors, une autre question qui est très importante, c'est la question des utilisateurs et des rôles. Est-ce que ça, c'est un cas de figure que tu as eu? Est-ce que c'est une possibilité qu'il y a? Est-ce qu'on est sur un outil où tout le monde y accède de la même façon? Ou comment c'est géré ça? Non, c'est vrai que c'est très important. Il y a 4 niveaux d'accès dans Notion. Et en fait, c'est configurable page par page. Donc, on peut, à une maille très fine, décider qui peut avoir accès à l'information. Et si c'est le cas, est-ce que c'est que en lecture? Est-ce que c'est en lecture avec la possibilité de laisser des commentaires? Est-ce que c'est aussi en écriture? Et donc, ça permet de clusteriser l'information en gérant les accès. Parce que parfois, il y a des informations qu'on veut rendre accessibles à toutes et tous, et parfois, ce n'est pas le cas. Et ça, Notion permet complètement de gérer cette problématique-là. Super. Super. Est-ce que tu veux nous emmener un peu dans la base de données, nous faire visiter ça? Ouais, carrément. Donc, imaginons que derrière chacune de ces pages, il y ait une base de données. Ce n'est pas exactement le cas, mais c'est une abstraction mentale qui va simplifier notre voyage dans la carte mère. Donc, une première base de données qu'on peut comprendre assez intuitivement, c'est celle des talents de la direction. Donc, on a des talents qui ont chacun et chacune leur fiche et qu'on a regroupé par pôle. Ce qui permet, par exemple, si on rentre dans cette direction, d'avoir directement une vue d'ensemble de « Ah, ok, combien il y a de personnes
dans l'ensemble de la direction et quels sont les différents pôles qui constituent la direction. Donc là, on est en présence d'une base de données. Et si, par exemple, je clique sur un des profils, je découvre, là, on a mis des statuts. Est-ce que la personne est freelance, en salariat, en stage, en congé parental, en arrêt maladie ou autre? Un titre, une petite description, le pôle auquel elle est associée, le bureau d'où elle travaille et, par exemple, des dates de naissance, ainsi que les différents projets. Alors, j'ai quasiment tout anonymisé, hein, donc c'est pour ça que vous verrez toujours projet 1, 2, 3 ou autre. Les différents projets sur lesquels elle travaille, de quel événement elle est référente et les réseaux auxquels elle contribue. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si demain, cette personne part ou est en arrêt maladie, on peut d'un geste, savoir de quel sujet la personne était actrice ou référente. Et pareillement, si on veut faire connaissance de cette personne, on a déjà un certain nombre d'informations opérationnelles qui peuvent aider à dégager des synergies et à prendre contact sur les bons sujets. Et en fait, toutes ces informations qui sont liées, c'est des bases de données qui sont associées à cette fiche. Donc, on a une base de données projet qui est reliée à la fiche de cette personne, une base de données événement qui est reliée, et c'est parce qu'elles sont reliées qu'on peut voir sur quel projet cette personne travaille, et ainsi de suite. Donc ça, c'était une première base de données. Et donc, si par exemple, je me rends dans la base de données projet, je retrouve mes petites personnes avec les icônes vertes et je vois la liste des projets, donc encore une fois anonymisée, que je peux ensuite filtrer selon un certain nombre de critères. Donc, si par exemple, je prends la fiche de la personne qu'on a vue tout à l'heure, il y a 2 minutes, Rosine, et je vois les 5 projets sur lesquels Rosine travaille, avec qui elle travaille dessus, quelle est la thématique de ces projets, parce qu'ils ont des thématiques. Alors, je crois qu'il y a numérique, écosystème, crise et 2 autres que je n'ai pas en tête. Et ça permet en fait d'être assez efficace opérationnellement parce que non seulement j'ai un descriptif du projet, des dates de début, de fin, un statut. Est-ce que le projet est en cours? Est-ce qu'il est terminé ou est-ce qu'il n'est pas commencé? Est-ce que c'est un partenariat interne ou externe? Qui sont les référentes de ce projet? Quelle est la thématique de ce projet? Quelle est la structure partenaire? Et donc là, quand je clique, j'ai une petite description de la structure partenaire, les autres projets effectués avec cette structure partenaire, les personnes qui appartiennent à cette structure partenaire, et ainsi de suite. Donc, en fait, je peux très facilement, quand je suis à la recherche d'une information, naviguer de point en point du réseau pour savoir qui fait quoi, avec qui, comment, et avoir un historique. Et en fait, cette capacité à retrouver l'information, si ça se fait facilement, ça, je pense, améliore vraiment le quotidien des gens et la capacité opérationnelle d'une organisation, son efficacité en tout cas. Là, je pense qu'on a vraiment une très bonne démonstration de comment ça marche, comment ça peut marcher. On a 2 questions de Xavier, qui est un des experts d'outils no-code qui participe souvent à No Code for Good qu'on a pu accueillir le mois dernier. Et là, c'est vrai que c'est une question que moi aussi, j'étais en train de me poser, à savoir ce maillage data. Comment est-ce que tu l'as créé? Est-ce qu'il y a eu une logique particulière qui a été appliquée? C'est vrai que là, on voit les tables et comment elles sont interconnectées. Enfin, on en a un aperçu, mais comment est-ce que tu mets tout ça en place, quoi? Ouais, alors je pense qu'il y a une réponse UX, tu parlais d'UX tout à l'heure, et une réponse technique. La réponse UX, c'est qu'on va aller à la rencontre de toutes les parties prenantes et essayer de comprendre leur activité. Donc, globalement, les membres de cette direction, leur activité, c'est qu'ils cherchent des financements. Donc, ils ont des opportunités de financement. Ils ont de l'argent qui est identifié. Alors là aussi, j'ai mis des sommes qui
Fictive. Fictive, hein. Vous entendez bien qu'ils ne déploient pas tous ces efforts pour 170 €, sinon ils ne fonctionneraient pas. Donc, ils ont des opportunités de financement. Ensuite, ils gèrent des projets, soit en échange de bons procédés, soit contre financement, soit de manière tout à fait bénévole. Pour avoir des opportunités de financement, il faut qu'ils se fassent connaître. Donc, ils appartiennent à des réseaux, ils vont à des événements, ils envoient des cartes de vœux. Ensuite, chacun a un rôle. Et donc, en fait, c'est en listant tous ces types de données, c'est-à-dire qu'un événement, c'est un type de données, une recherche de financement, c'est un autre type de données, un projet, c'est un autre type de données. On essaie de dresser l'inventaire de tous les types de données. Ensuite, on se dit, OK, mais on ne va pas pouvoir tout faire de front, même si finalement tout est assez interconnecté. C'est-à-dire qu'a priori, si on veut bien faire les choses, je crois, et ça c'est une conviction, hein, qu'il faudra toujours une base de données talent pour se dire qui fait quoi, qui a assisté à quoi, etc. Et donc, on dresse l'inventaire de ces données. Ça, c'est la réponse un peu UX. La réponse un peu technique, c'est que Notion, c'est un outil. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'il sait faire, mais ça reste un outil. Et donc, dans Notion, si je voulais le vulgariser, on peut principalement faire deux choses. C'est créer des pages et à l'intérieur de ces pages, mettre du contenu. Et le contenu, c'est par exemple une base de données, qui est en fait une armoire avec des tiroirs pour ne pas laisser tous ces livres et ces vêtements éparpillés partout, mais que chaque livre, chaque vêtement ait son tiroir pour ne pas prendre 10 minutes chaque matin à trouver sa brosse à dents. Et ça, c'est la réponse technique, dans le sens où on a quand même une limitation technique qui est la donnée que vous me communiquez, votre réalité, soit on va la ranger en vrac dans une page, ce qui peut être le meilleur cas de figure, soit on va utiliser une base de données pour venir ranger de manière dynamique et interconnectée votre information. D'accord, ça c'est très clair. Du coup, toi, tu dirais, c'est quoi les limites et les axes d'amélioration de ce modèle? Ouais. Alors, les limites, il y en a plein, forcément, mais ça reste quand même très intéressant de le faire. Je pense qu'une première limite, c'est la navigation, l'ergonomie. C'est-à-dire que d'amener une personne complètement néophyte à comprendre mentalement comment fonctionnent les bases de données, le fait que toute la donnée soit interconnectée et de cliquer au bon endroit, ça demande pas mal d'accompagnement. Parce qu'encore une fois, c'est un nouveau code de la route. C'est-à-dire que les panneaux ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on connaît. Par exemple, là, vous voyez un petit plus, vous voyez 6 petits points. Bon, ça, c'est un langage qui s'est un peu démocratisé ces dernières années, mais qui, historiquement, n'a pas été très présent sur notre utilisation de l'informatique. Ensuite, quand j'ouvre une base de données, dire que si je clique ici, je vais modifier du texte, alors que si je clique 1 mm plus haut, ça va ouvrir une page. Ça, en fait, c'est plein de micro-actions de navigation qui ne sont pas du tout claires et intuitives si on n'a pas passé au moins 2 heures à se casser la tête sur le logiciel pour bien comprendre comment il fonctionne. Savoir que ces petites icônes, c'est des boutons de tri, de filtre, d'automatisation, de recherche. Il y a plein de gens qui sont habitués, qui savent exactement ce que c'est. Il y en a plein d'autres qui ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, clairement, une première limite, c'est la navigation. Une seconde limite, c'est que c'est présenté comme une solution qui va aider les organisations à structurer leurs données, à facilement la retrouver. Mais ce n'est pas non plus une baguette magique. Si derrière, il n'y a pas une gouvernance qui est mise en place, une culture, ça ne va rien changer. Vous pouvez ranger votre chambre une fois. Enfin, quelqu'un peut vous ranger votre chambre une fois. Si derrière, vous ne savez pas comment faire, si vous n'êtes pas motivé pour le faire, si vous ne savez pas où se rangent les objets, voilà, une semaine plus tard, votre chambre, ça sera un capharnaüm. Et vous n'allez pas faire appel à un consultant pour ranger votre chambre tous les 4 matins. Ça n'a pas de sens. Donc derrière, en fait, c'est juste un outil. Il faut derrière une vraie culture, une vraie gouvernance. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Parce que pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait une motivation qui vienne du haut, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes,
Et c'est beaucoup de test and learn, une vraie volonté de se remettre en question pour trouver la recette un peu sur mesure. C'est deux limitations identifiées. Ensuite, je pense qu'il y a plein de limitations techniques en fonction de la stack d'outils que vous utilisez. Il y a plein de cas de figure où on pourrait trouver des limites. Mais en tout cas, là, c'est parmi les limitations, 2 principales qui me viennent à l'esprit. Justement, on a une question de Marion par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes sont membres de l'espace? Est-ce qu'elles ont toute la main sur leur page? Comment tu as géré ça justement, d'autant plus que voilà, les personnes sont plus ou moins impliquées, ont plus ou moins de facilité? Ça, c'est ce que, en fait, avec la gestion d'accès, vous pouvez décider qui a... Attendez, voilà, hop là. Vous pouvez décider qui a accès à quelle page. Et donc ça, c'est vraiment la discrétion des organisations. Il y a des organisations qui sont en transparence totale. Donc, tout le monde a accès à tout. Il y a d'autres organisations où ce n'est pas le cas. Et là, je veux dire, c'est à la discrétion de l'organisation. Moi, culturellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant quand il y a une forme de transparence parce que je trouve que ça promeut de la confiance, de l'agilité, de la performance, un peu les valeurs du lean dont on parlait au début. Mais après, ça, c'est chaque organisation a sa propre réalité et prend ses propres décisions. Mais donc là-dessus, il y a vraiment... une finesse de décision. On peut aussi inviter gratuitement des personnes extérieures à Notion. Faut juste faire attention à un dark pattern parce que souvent, quand on invite quelqu'un, Notion nous pousse une modale qui nous dit est-ce que vous voulez l'ajouter en tant que membre? Parce qu'en fait, si vous appuyez sur oui, vous retrouverez à payer 10 € en plus par mois par membre. Faites attention à ça et si ça vous arrive, vous leur envoyez un mail gratiné et ils vous rembourseront. Donc, alors justement, là, une solution comme celle-là, c'est quoi le coût d'une solution là, c'est quoi combien ça coûte là, ce truc-là? Pas l'abonnement Notion, mais là, par exemple, cette carte mère, elle coûte, si moi je devais avoir ça, ça me coûterait combien? C'est pas vraiment une question à laquelle on peut répondre comme ça. Dans le cadre de No Code for Good ou de manière générale? De manière générale, là, je pense à tous les projets qui sont avec nous, qui vont regarder ce live en replay, c'est la question qu'ils vont se poser, quoi. Ils vont se dire, ouais. Ça a l'air génial, mais ça coûte combien? Alors, ça va dépendre de chaque consultant Notion. Et ensuite, c'est ad hoc. C'est pas vraiment une question sur laquelle on peut se prononcer parce que ça va vraiment dépendre du volume de données, de la motivation des personnes. C'est pas un produit sur étagère. C'est un service qui est de transformer les usages et les données en parcours et d'affiner la carte mère jusqu'à ce que ça réponde vraiment aux besoins. Ouais, donc, je pense qu'on s'est mal compris parce que là, toi, tu me parles du build. Et d'ailleurs, on a une question de Frédéric par rapport à ça sur le nombre d'itérations qu'il faut pour arriver à une carte mère comme celle-là. Mais moi, ce dont je te parlais, c'était de l'abonnement, en fait, du coût de l'outil. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, pas la carte mère, c'est l'abonnement à Notion. Ouais. D'accord, pardon. Alors, l'abonnement à Notion, il y a un plan, il y a 4 plans de mémoire. Il y en a un qui est gratuit, mais vous atteindrez rapidement les limites, bien que ça vous permettra de pas mal jouer avec. Il y a un plan plus où c'est 9,50 € par membre. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un seul membre et ensuite inviter les autres et ça vous coûtera que 10 € par mois. Et ensuite, pour chaque membre supplémentaire, c'est 10 € par mois. Donc, si vous avez 10 membres, ça sera 100 € par mois. D'accord. Ça, c'est pour le forfait plus. Et ensuite, il y a des forfaits business et organisation qui vous donnent un peu plus accès à l'IA et à des systèmes d'authentification sur mesure. Mais là, on parle de 20-30 € par mois. Et à vrai dire, je ne connais pas encore d'organisation qui ait passé le cap. Je pense que c'est vraiment destiné à des organisations qui ont pas mal de moyens financiers. Et alors parce qu'on avait une question là-dessus sur l'IA, avec la question, donc si on a par exemple un utilisateur à 10 € et après on invite tout le monde, en sachant qu'avec Notion, ce qui est quand même très bien, c'est que les personnes qui sont invitées, elles peuvent modifier, hein, donc elles ont vraiment un accès en édition. D'ailleurs, j'ai jamais. Peut-être que tu peux nous dire, toi, la différence entre l'invité et le membre, parce que pour moi, c'est pas toujours clair. Mais quelle utilisation est-ce qu'on peut faire de l'IA, par exemple, un bot pour chercher l'info? Il y a une intégration, je crois, qui permet d'avoir un bot pour chercher des infos.
Ouais, alors, les invités, la différence entre invité et membre, c'est peu ou prou la même chose, si ce n'est que l'invité ne peut pas inviter d'autres personnes. Ah, voilà. Et que l'invité n'est que invité sur un périmètre. C'est-à-dire que si je l'invite sur la carte mère, il sera de facto invité sur l'ensemble des pages sous-jacentes, donc tout ce que vous voyez à l'écran. Si je l'invite seulement dans les pages pôles, il ne verra que cette information. Et comme on fonctionne avec un système de base de données, c'est-à-dire que toutes les autres infos qui sont liées, par exemple, au pôle direction, donc les personnes, les projets, les rituels et le business dev, ça, il ne le verra pas. Voilà pour les invités, les membres. Pour l'IA, alors, aujourd'hui, la stratégie de Notion, c'est de fournir des services IA au sein de Notion pour mieux retrouver la donnée, pour dialoguer avec des LLM, pour pouvoir enregistrer des conversations qui seront ensuite synthétisées par l'IA dans des pages ou des bases de données. Et donc, c'est comme ça qu'ils essayent de faire leur beurre. Ceci étant, comme beaucoup d'outils no-code, vous pouvez, en configurant au moyen de la clé API de votre compte Notion, donner accès à vos informations Notion à des outils comme Zapier, Make ou N8N et autres, et donc à venir retravailler votre donnée Notion sur tous les différents modèles d'IA qui existent ou la partager sur d'autres outils. Alors, ceci étant dit, je trouve que ça fonctionne très bien avec les propriétés, puisque l'information est très facile à... Alors là, je parle vraiment des cas d'usage spécifiques où vous êtes sur Zapier, Make, N8N, vous voulez prendre le contenu d'une page et l'injecter, par exemple, dans un modèle. Pour, par exemple, faire du RAG. Voilà, et là, je trouve qu'aller récupérer la donnée au sein d'une page Notion, donc pas des propriétés, mais d'une page, c'est un peu plus ardu. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en fait, il faut boucler parmi tous les blocs. Et là, je suis un peu frustré. Mais bon, c'est un usage assez niche et il est très possible que Notion travaille sur ces API pour un peu plus abstraire et simplement plus facilement prendre le contenu dans une page. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair. Si, c'est super clair et du coup, ça va nous amener à la conclusion parce que l'heure a tourné. En fait, on a eu plein de questions-réponses et c'est passé très vite. Là, par exemple, cette carte mère, donc combien d'itérations est-ce qu'il a fallu pour mettre en place quelque chose d'assez sophistiqué comme ça? Il faut plusieurs dizaines d'itérations, mais c'est des micro-itérations. C'est-à-dire que je pense que si je caricature dans un projet un peu classique à la papa, on a des grosses itérations hebdomadaires qui prennent du temps, etc. Parce que derrière, quand on veut mobiliser du développement, ça prend aussi du temps. Donc, il faut un peu qu'on arrive avec un gros cahier des charges pour avoir une grosse phase de développement. Et certes, on peut utiliser du Scrum, du Shape-up et compagnie pour accélérer les phases de feedback. Mais là, en fait, quand on a un outil comme Notion et si on fait appel à quelqu'un qui s'y connaît, on peut quasiment en direct récolter le feedback et faire la modification. Et donc, en fait, avec des dizaines de micro-interactions, c'est-à-dire je te fais un feedback et quasiment en live, tu me fais un résultat ou alors avec un delta de quelques heures, ça permet d'avancer très vite. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un expert Notion, mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un au sein de l'organisation qui soit disponible, mais on parle de quelques minutes ici et là. Donc, souvent, je fonctionne pas mal, par exemple, sur WhatsApp pour répondre à des questions. Par exemple, un projet, j'ai cette liste de données associées à un projet, est-ce que c'est bien OK? Et donc, c'est bien quand il y a un point unique de contact dans l'organisation, quand cette personne est dispo et quand cette personne est légitime pour répondre à la majorité des questions. Et ensuite, pour les cas d'usage un peu plus compliqués, là, en effet, il faut des points dédiés en visio avec plus de parties prenantes pour un peu décortiquer le sujet.
Bah, écoute, merci beaucoup, Luc. On va pouvoir conclure là-dessus et je vais repasser la main à Quentin. Mais je pense que c'est vraiment chouette qu'on termine là-dessus. C'est-à-dire que les développeuses et les développeurs no-code peuvent vraiment faire beaucoup de choses et on a des outils qui permettent de faire des choses incroyables. Mais clairement, ça nécessite que côté projet, il y a une vraie implication pour savoir ce qu'ils veulent et ensuite accompagner le développement et la construction de la solution, parce que c'est comme ça qu'on va avoir quelque chose de vraiment pertinent et qui va pouvoir se faire de manière efficace. Donc, c'est vraiment très important que tu aies insisté là-dessus. C'est-à-dire que certes, la personne, c'est la développeuse ou le développeur qui va vraiment guider la mise en œuvre. Et après, le projet, déjà, peut aussi participer à la construction, mais en tout cas, à minima, il faut que la personne soit là pour répondre aux questions et pour que la solution réponde bien aux besoins, quoi. Donc, merci beaucoup à toi pour cette démo et pour toutes ces explications très, très claires et vraiment très intéressantes. C'était un plaisir et merci de m'avoir accueilli. Et j'espère avoir pu apporter quelque chose à la communauté de No Code for Good. Eh bien, chers visionneurs, c'est la fin du live. Donc, je rappelle, nous serons présents, la plupart de nos membres de No Code for Good, le 4 juin au Meetup à Paris qui se déroulera à Morning. Sinon, on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Vous pourrez retrouver d'ici pas longtemps la rediffusion de notre émission sur YouTube. Et passez une bonne journée et au mois prochain.